c'est le professeur Blandine Courbière qui nous rejoint. On va tout comprendre de la PMA. On entend souvent ces trois lettres, la procréation médicalement assistée. Comment ça marche? On vous dit tout. Bonjour professeur. Bonjour. Blandine Courbière, vous travaillez à l'hôpital de la Conception où il y a un centre spécialisé, spécifique pour la PMA. Alors avant de nous expliquer le parcours de ces couples, de ces hommes, de ces femmes qui viennent vous voir pour avoir un enfant avec un petit coup de pouce de votre part, regardez ce sujet qui nous donne déjà pas mal d'informations au sujet de la procréation médicalement assistée. Dis papa, comment on fait les bébés? Eh bien tu sais, les bébés, c'est la cigogne qui les dépose dans le berceau. Et quand la cigogne a du mal à atterrir, il y a la PMA. En France, depuis 1994, si un couple rencontre des problèmes de fertilité ou que l'un des deux parents peut transmettre une maladie grave à l'enfant, ils peuvent demander une procréation médicalement assistée. Un coup de pouce médical, quoi. Pour postuler, les conditions sont claires. Vous devez être concubin ou marié, un homme et une femme en âge de procréer. Et vous devez être sacrément motivé, car le chemin est très long. Depuis le 19e siècle, la technique la plus simple, c'est l'insémination artificielle. En gros, on file un coup de pouce aux spermatozoïdes pas assez vaillants en les guidant tout droit à l'ovule. Et si les ovules manquent à l'appel, on peut exercer une stimulation ovarienne grâce à un traitement médicamenteux. Mais si tout ça ne marche pas, eh bien on s'assure que le rencard spermatozoïde-ovule se passe pour le mieux avec la fécondation in vitro. Ici, pas de bougies ni de lumière tamisée, on est plutôt dans une ambiance labo. Les cellules reproductrices de monsieur et de madame sont directement mises en contact, puis quelques jours plus tard, on installe l'embryon dans l'utérus de la mère. Dans certains cas, un don de spermatozoïdes ou d'ovocytes peut être nécessaire. 9 mois plus tard, bébé est là. Après avoir surmonté toutes ces épreuves, c'est à peine si les parents se rendent compte que le bébé ne fait pas ses nuits. Voilà, et oui, ça c'est le deuxième effet qui se coule quand il fait pas ses nuits, c'est plutôt une satisfaction pour ses parents. Parce qu'on va parler de parcours et parfois un peu de parcours du combattant avec la PMA que vous connaissez bien. Quel est le parcours avant de recourir à la PMA? Il y a toute une batterie de tests? Il y a toute une batterie, c'est vraiment un parcours. Déjà, en théorie, l'infertilité, c'est 1 an de rapport sans grossesse. Au bout de cette année, les couples commencent à consulter, alors là, le parcours des examens. Ensuite, le diagnostic est posé. La PMA est censée répondre à une infertilité pathologique. Et là commence le parcours des traitements. Alors, les chances de réussite, on va tout de suite en parler, d'une insémination artificielle, c'est quoi en pourcentage? Alors, l'insémination artificielle, les chances de réussite ne sont pas très élevées si vous regardez les chiffres officiels, environ 10-15% en France, et il faut vraiment bien choisir les indications. Les chances de réussite sont bonnes si l'indication est bien choisie. Du coup, si ça ne marche pas au premier coup, on a droit, j'allais dire, à combien d'essais? Alors, en théorie, la Sécurité sociale rembourse 6 inséminations. En pratique, c'est extrêmement rare qu'on fasse jusqu'à 6 inséminations. Nutrition, hygiène de vie particulière qui sont demandées pendant les quelques mois où on va essayer? Oui, la médecine ne fait pas tout et ne peut pas tout. Et on insiste énormément sur le sevrage des toxiques, en particulier l'arrêt du tabac, le cannabis. Et c'est vrai qu'on demande aux couples d'avoir une hygiène de vie sans non plus devenir fou. Vous voyez ? C'est ça. Parce que ça aussi, on en parlera dans un instant, l'idée, c'est pas de se mettre une pression incroyable, parce que le problème, c'est que souvent, même des couples peuvent passer de très très mauvais moments, et du coup, quelque chose qui doit normalement apporter le bonheur, eh bien, amène une séparation. Alors, on ne veut pas faire un tableau noir, évidemment, mais il faut le prendre avec du recul, même si c'est pas toujours très facile. Alors, question selfie, écoutez bien, c'est Sandrine qui nous regarde dans les Bouches-du-Rhône. Sandrine, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Sandrine, j'ai 27 ans, je suis de Marseille et j'avais justement une question pour la procréation médicalement assistée. Je me demandais quelles étaient les conditions pour pouvoir en bénéficier et si c'était accessible à tous. Merci. Voilà, alors PMA, pour qui et comment en bénéficier? Alors, la PMA en France est encadrée par les lois de bioéthique, qui sont d'ailleurs actuellement en cours de révision. Actuellement, il faut être un homme, une femme, en couple, avec un projet parental et en âge de procréer. Voilà. Donc, et on ne rentre pas dans la polémique, évidemment, puisqu'avec vous, on va parler de choses techniques et médicales aujourd'hui. Alors, quel âge mini et maxi pour une PMA? Puisque j'imagine que plus on est âgé, plus les chances sont diminuées.
Alors, à partir de 18 ans, et la sécurité sociale rembourse jusqu'à 43 ans, mais c'est vrai que les résultats en PMA diminuent après 35 ans. Ouais. Alors, vous parliez de remboursement. Ça coûte cher une PMA. Est-ce que c'est complètement indolore pour le porte-monnaie ou ça a un coût? Alors, on est un des pays dans le monde, un des rares pays dans le monde qui rembourse la prise en charge en PMA. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est remarquable quand on voit les coûts dans les pays étrangers. Indolore, non pas pour le couple, mais en effet, la sécurité sociale a choisi de prendre en charge les frais liés à la PMA. Bon, alors on va maintenant parler de la psychologie, parce qu'évidemment, ça en fait partie. Il y a d'ailleurs une enquête récente qui a été menée par l'Institut Ipsos, à laquelle vous avez participé. Il y a plus de 1000 couples qui ont donné leur avis dans cette enquête. Ils ont donné leur avis sur à peu près toutes les répercussions d'une PMA. Alors on va commencer par l'impact psychologique. Répercussions sur la vie, d'abord affective et sexuelle. Il paraît que ça, c'est vraiment quelque chose qui sort dans cette enquête de façon majeure. Alors, les grandes lignes de cette enquête, c'est que c'est sur 1000 couples français qui ont témoigné, c'est que globalement, le parcours médical est à peu près bien vécu, mais ce sont les répercussions de l'infertilité et de la PMA sur la vie émotionnelle du couple, sur la vie sociale, sur la vie professionnelle. Ouais, par exemple, la vie sociale, il y a la jalousie des personnes enceintes qui sont autour de la personne qui n'arrive pas à être enceinte, une sorte de sentiment d'injustice. Forcément, il y a toujours un sentiment d'injustice quand une femme n'arrive pas à avoir un enfant. Ouais. Autre impact au travail, par exemple. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de temps. Une PMA, il faut se rendre à l'hôpital. Ça demande des absences, des absences répétées qui ne sont pas toujours comprises par les collègues de travail ou par les patrons. Et c'est vrai que certains couples et certaines femmes mettent leur vie professionnelle entre parenthèses parce qu'elles vont refuser une promotion, elles vont refuser un CDI, ont refusé une formation complémentaire parce qu'elles savent qu'elles vont avoir des absences répétées et que ça va être mal vu. Impact aussi sur les projets de vie. Exemple des voyages. Ouais. Des voyages, par exemple. Il y a des zones, par exemple, les voyages en zone Zika. Ouais. C'est le moustique. Le moustique, où il y a des risques pour une éventuelle future grossesse. En plus, c'est des pays sympas. C'est le Costa Rica, c'est la Thaïlande, par exemple. Et en fait, ces couples vont s'empêcher de voyager dans des pays à risque pour leur futur bébé, par exemple. D'accord. On va quand même terminer sur une note positive parce qu'ensemble c'est mieux. L'idée c'est quand même qu'on donne du positif dans cette émission et il y en a des notes positives. Par exemple, parmi tous ces couples qui tentent d'avoir un enfant avec une assistance médicale à la procréation, puisque c'est comme ça qu'on le dit dans l'ordre, vous me dites qu'il y a quand même 70% de réussite. Même si c'est au bout du 2e ou du 3e essai, il y a 70% des couples qui essaient, qui finalement auront un enfant. Voilà. En fait, les statistiques, c'est que sur 10 couples qui consultent pour une baisse de fertilité, car on ne parle pas de stérilité, mais d'une baisse de fertilité, 7 couples sur 10 auront un enfant, mais aussi par grossesse spontanée. Ouais. Voilà. Là aussi, alors l'étude tend à le prouver, pendant qu'on essaie, parfois c'est spontanément qu'on a un enfant. Oui. Pourquoi? Parce qu'on lâche prise? C'est ça l'idée? Peut-être, je ne sais pas. On se dit, tiens, on est assisté, donc ce sera plus facile. Et peut-être que ça arrive aussi pour ça. Ça peut arriver spontanément. D'ailleurs, la nature a plus peuplé le monde que la MP. Oui, et heureusement. Un message important pour terminer, ne pas perdre de temps. Vous m'avez dit quand on a préparé cette émission, 31 ans, on commence déjà à être moins fertile pour une femme. Déjà, ça commence à partir de 31 ans, surtout après 35 ans. Et il ne faut pas perdre de temps pour consulter le bébé tarde à venir. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, il vaut mieux peut-être consulter pour rien que consulter trop tard. Voilà, ne consultez pas trop tard et on ne met pas de pression parce qu'on peut sans se mettre trop la pression. Voilà, aider au-delà de la quarantaine, évidemment. Et préserver sa vie de couple. Oui, et préserver votre vie de couple. Sociale. Voilà. Pensez que c'est du bonheur qu'on cherche et pas l'inverse. Merci beaucoup, professeur Blandine Courbière.